Usages qui ont lieu entre 2005 et 2010, qui aujourd'hui ont des impacts sur le parcours utilisateur, les filières économiques, les sociétés et les business models. Et donc ces usages peuvent se caractériser par 4 choses. La première, c'est moi qui décide. La deuxième, c'est l'ubiquité. La troisième, c'est les communautés. Et la quatrième, c'est la pertinence. Donc c'est moi qui décide, c'est le fait qu'en fait on ne fait plus confiance aux experts. Ouais. Donc en fait tu poses des questions, tu vas avoir des experts, mais tu prends ta décision. Tu remets plus la décision dans les mains d'un expert, que ce soit un architecte, un notaire, un médecin. Tu vas voir un médecin, il dit tel cancer, il faut que tu te fasses opérer, bah, tu vas voir un deuxième médecin. Voilà, Doctissimo, tu vas voir des copains et tu prends ta décision. Tu te fais ton idée et tu prends ta décision. Donc, la deuxième chose, c'est l'ubiquité. Tu rentres dans un magasin et en fait, quand tu es dans le magasin, tu n'es pas que dans le magasin, tu es dans Google en train de regarder les commentaires sur ton produit que tu es en train d'acheter, tu es dans tel autre magasin pour voir les produits et en fait, tu es à plusieurs endroits en même temps. Et ça, c'est compliqué pour le vendeur qui est en face de toi, ça change tout. Troisième chose, c'est les communautés, c'est le retour en force de la garantie. En fait, la garantie, c'est un truc instinctif, primal, qu'on a depuis 150 000 ans. Et le fait qu'aujourd'hui, les communautés, ça sert de garantie pour tes achats. Il y a encore 10 ans, on faisait plus de stop. Aujourd'hui, n'importe qui rentre dans une voiture de quelqu'un qui ne connaît pas parce que Blablacar, la communauté, lui garantit que c'est la bonne personne. Avant, la communauté, c'était ton village. Donc, c'était lié à un événement, lieu physique, géographique. Et aujourd'hui, grâce à la digitalisation, la communauté, c'est pas juste lié à un lieu. Ça peut être sur une croyance qu'on partage ou une habitude de consommation. Et le quatrième point, donc, c'est le sense making, la pertinence. En fait, on est devenu complètement allergique au spam. La différence entre une information et un service à haute valeur ajoutée, c'est du papier à cigarette. Si par exemple la SNCF, tu vas prendre un train, la SNCF t'envoie un SMS en te disant ton train est trait numéro 14 2 jours avant, c'est du spam. 5 minutes avant, c'est du spam. Au moment où tu rentres dans la gare, alors là, ça commence à être service à haute valeur ajoutée. Seulement si tu envoies un mail, du spam, si tu appelles par téléphone, qu'est-ce qui m'emmerde? Quand il t'envoie l'information par notification ou par SMS, là, c'est un service à haute valeur ajoutée. Et en fait, la valeur ajoutée, la pertinence, c'est pas lié qu'à l'info. C'est lié sur quel profil, à quel moment temps réel et par quel moyen je le délivre. Et bien, ces 4 trucs, ça change tout le parcours. Et ça fait par exemple pour HP que les moyens de distribution utilisés des entreprises comme HP, Schneider, qui passent par des influenceurs, Schneider, ils ont 9 canaux de vente. Et bien en fait, les canaux de vente, ton distributeur par exemple, il a beaucoup moins d'influence sur la décision de ton client qu'avant. Du coup, ça casse les chaînes de distribution habituelles. Ça a un impact sur le parcours client que tu ne peux plus modéliser de la même façon. Ça s'appelle le SMOD, c'est-à-dire que tu as une zone en fait. Tu ne peux pas prédire ce que fait ton client. Il y a tellement de chemins possibles et tellement de possibilités que tu dois te référer non pas à un parcours, mais à ce qu'on appelle des moments de vérité. C'est-à-dire des moments où en fait il y a eu l'intention d'un profil rencontre une opportunité. Et comment là il faut ta capacité à transformer. Elle se passe à un moment précis, sur une intention précise, et donc il faut être beaucoup plus pertinent que tu ne l'étais avant, où tu avais le temps sur un parcours plus long. Donc un des points importants, c'est la transformation sur les filières économiques. Et une transformation digitale, c'est 7 étapes. Ça peut se résumer en 3. La première étape, c'est l'émergence du numérique. Donc si tu prends sur l'hôtellerie, l'émergence du numérique, c'est un hôtel, et puis tu décides de faire un site internet pour que les gens ils viennent réserver tout seuls leur chambre. Ça, c'est l'émergence du numérique, première étape. L'étape du milieu, c'est booking.com. Il y a un nouvel arrivant, souvent, qui arrive et puis qui comprend qu'il faut capter le parcours client, le faire revenir et qui va le revendre. Et en fait, donc booking.com, aujourd'hui, ça pompe quand même 20% de l'hôtellerie, hein, de tous les hôtels, de tous les pays, bref. La dernière étape, c'est Airbnb, directement du producteur au consommateur, garanti par une communauté. Et cette transformation sur l'hôtellerie, elle se passe sur toutes les filières. Il y a des filières comme l'énergie, on est au début, mais des filières comme la banque, on est déjà à la 7e étape. Meilleurtaux.com, c'est l'étape du milieu, comme booking.com, mais sur les taux, enfin sur un des métiers de la banque. Les furets, c'est sur l'assurance. Mais dans la banque, tu as déjà des trucs de système de directement du producteur au consommateur garanti communauté. Par exemple, le capital avec le cross-funding. Et aux États-Unis, tu as même un site qui s'appelle Rente, où les particuliers prêtent à d'autres particuliers pour qu'ils achètent leur maison. Et cette transformation, en fait, elle est en route dans tous les secteurs. Mais quand tu penses à Booking.com,
Tu peux te dire, Accor, ils avaient tout pour faire Booking.com. Ils avaient des hôtels partout dans le monde, à des prix tous différents. La seule chose qui a fait qu'Accor n'ait jamais réussi à faire Booking.com, c'est le premier frein à la digitalisation, c'est les organisations aussi. Arriver à mettre d'accord 20 marques pour arriver à faire un site qu'ils étaient capables techniquement de faire bien avant Booking.com.